Bonsoir à tous. Alors, nous allons commencer le deuxième concours d'éloquence, la deuxième édition, puisque nous avions fait un premier essai concluant l'année dernière et nous avons décidé donc de renouveler l'opération. Alors, pour ne pas m'attarder, je vais maintenant vous présenter les jeunes qui vont passer aujourd'hui, donc des étudiants de l'université qui se sont entraînés pendant plusieurs mois pour se produire ce soir devant vous. Ils sont vraiment très angoissés, mais vous allez voir, ils vont faire de belles choses. Je les ai vus dans les répétitions. On va commencer par Zeffirino Nirua. Vous avez les thèmes juste en dessous. Ensuite, on passera à Teva Nera, Waiting Bu, Sarah Andreu, Belinda Azzaro, Iris Felomaki. On fera une petite pause, vous verrez, une petite pause musicale, pour recommencer ensuite avec Cécilia Launay, Lorraine Avoc, Nina Soler, Brandy Saé, Eric Péjan et Kayel Méandou. Ce sont des jeunes des différents départements, vous verrez, qui ont tous leurs spécificités et qui vont défendre des thèmes qui leur sont chers. Alors, on vous les présente en plus là en photo. Pourquoi ces photos? Parce que vous allez les repérer et vous allez voir que c'est très important. Non seulement il va y avoir des prix décernés par un jury, notre jury qui a une grille très détaillée, mais il va y avoir aussi le prix du public. Je vais passer le micro à Véronique Filleul, qui est la co-organisatrice de ce concours. Donc je passe la parole à Véronique Filleul qui va vous parler de l'éloquence. Merci. Il est rallumé, mais les spots de devant, là. C'est ceux-là, je crois. Bonsoir à tous. Alors, bienvenue à la deuxième édition du concours éloquence qui vient d'être présenté par Brigitte, donc organisé par l'Université de la Nouvelle-Calédonie avec donc l'aide précieuse de tous les partenaires qui ont été mentionnés, les artistes et évidemment les étudiants. Alors, pourquoi cet engouement pour l'art oratoire et les concours d'éloquence ? La réponse tient à un constat simple. L'enseignement est, dans le système scolaire français, centré autour de l'écrit. Dans les examens universitaires, la part de l'oral est aussi réduite au minimum, l'important étant de savoir exposer ses idées, synthétiser, réfléchir, développer son esprit critique sur le papier, dans des cadres parfois très formels comme la dissertation. Or, être maître dans l'art de la dissertation ne signifie pas être un orateur hors pair, loin s'en faut, et les étudiants ne s'en rendent que trop compte. Au-delà donc du raisonnement et de l'argumentation, la persuasion exige un discours incarné par un orateur et tourné vers un auditoire. Les rhéteurs, ces spécialistes du discours persuasif, ont perçu l'importance de la maîtrise de la parole dès l'Antiquité. Ils ont distingué 5 parties de la rhétorique en montrant qu'elles étaient indissociables. L'invention ou recherche des arguments et du fond du discours, la disposition ou organisation du discours, le style, la mémoire ou art de la mémorisation, l'action, enfin, ou capacité à incarner son discours par la gestuelle, la voix, l'intonation, etc. Le lauréat et les finalistes donc seront récompensés, on le verra tout à l'heure, par des prix. Nous vous souhaitons une agréable soirée et espérons que cela donne aux étudiants présents l'envie de s'aventurer l'an prochain dans de nouveaux ateliers, l'idée étant de démocratiser l'art oratoire, que la parole circule plus librement et permette aux étudiants, à travers le pouvoir des mots, le pouvoir choisir leur vie et leur voix. Bien, alors, donc sans plus attendre, nous allons appeler le premier candidat qui va venir s'installer, Zeffirino. Mais je voulais remercier le président de l'université, Monsieur Lagadec, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir et qui a cru en ce projet depuis 2 ans et qui nous a permis de le réaliser. Car je ne vous cache pas que les ateliers se font en dehors des cours, en supplément des cours. À la fois pour les étudiants, c'est une contrainte parce que c'était après les cours. Il fallait être volontaire pour venir de 18h à 20h au lieu d'aller réviser ou même de se reposer. Mais c'était un supplément aussi pour l'université puisque nous avons fait venir des professionnels. Et je pense que si le président ne croyait pas en ce projet, nous n'en serions pas là. Donc je voulais encore une fois le remercier. Mesdames, Messieurs, bonsoir.
Je me présente, je m'appelle Nirwa Kiasi Seferino. Je suis originaire de Vanuatu. Je suis en troisième année d'économie-gestion. J'aimerais avant tout saluer les jurys, les organisateurs de ce concours, surtout Mme Custin et son équipe, et sans oublier tous ceux et celles qui sont présents ce soir. Ce soir, j'ai le privilège de présenter un sujet dont beaucoup ou une minorité d'entre nous maîtrisent ou omet dans la vie quotidienne. Un sujet qui occupe, ancre et s'implante dans l'esprit des plus simples, courageux, victorieux. Un sujet qui hante, délaisse et méconnaît les plus faibles. Ce sujet est donc la confiance. Hélas, quand ce mot résonne à travers l'oreille, le cœur se résonne. Excusez-moi, le cœur se gonfle, se rassure et s'arme d'une force puissante et imbattable. C'est une belle assurance en soi qui permet de réaliser tout projet, surmonter des impasses et des obstacles, relever des défis et vivre la vie dans sa grandeur. La confiance est innée et comparable à une arme nucléaire naturelle. Il suffit de la travailler et de s'en servir pour contrer toute situation. Cette arme atomique paisible est maître de courage, de rassurance et de bien-être. Néanmoins, une question universelle et parfois douteuse à se demander est comment être à l'aise en toutes circonstances. Et béton se tire. Fais confiance en toi. Comme l'avait souligné Isabelle Filiosa. Isabelle Filiosa a traité ce même sujet et a proposé beaucoup de belles choses. En effet, pourquoi la confiance est-elle importante et fondamentale? La réponse à cette question se traitera en deux parties. La première partie confirme l'utilité de cet arsenal et la deuxième partie ne concernera pas malheureusement les méfaits de celle-ci, mais sera animée et valorisée par une autre manière inhabituelle. En premier lieu, la confiance renforce l'estime de soi. À savoir que l'estime de soi en un mot est l'amour et le dégoût ressenti envers soi-même. Une valorisation ou dévalorisation attribuant à soi-même vient permettre de vivre son destin. En face de doutes, d'angoisse, de crainte, de désespoir, d'écœurement et d'échec, de dégoût de soi ou de la dévalorisation de soi encore, l'estime de soi s'affaisse monstrueusement. Par conséquent, lorsque l'estime de soi s'éteigne, la confiance se décline aussi. La confiance est donc un antidote, loin d'être fautif, pour remédier et construire l'estime de soi infectée ou démolie. En deuxième lieu, l'homme est un animal comme les autres qui doit assurer sa survie. La survie ici peut concerner 12 genres d'actions effectuées pour confronter les difficultés de la vie. Pour cela, la confiance est l'un des supports incontournables pour survivre. Contrairement aux maladies, aux peurs, au stress, aux fausses croyances, à la dévalorisation qui nuisent et éteignent la vie de l'homme, la confiance est perçue comme un sauveur, un outil d'assurance qui proroge la survie. Plus un homme est confiant en face de tumulte, plus il s'en sort toujours vivant. Un homme malade, ayant la foi et la confiance, se rétablit aussi vite que celui qui n'en a pas. Donc, il suffit juste d'avoir un émincé de confiance pour survivre. La confiance, finalement, est un moyen optimiste de succès. Certes, sans confiance en soi, rien n'est possible, selon Michela Marsana, philosophe chercheuse à l'université Paris-Descartes. En admettant que dans la philosophie et dans la réalité, la confiance est une arme divine qui permet de rendre possible l'impossibilité. Une économie saine ne peut exister sans la confiance. Les relations formidables entre humains n'existent qu'avec la confiance. Flaubert le clame également que c'est une qualité selon laquelle on ne fait rien, sans laquelle
on ne verra rien de bon. Et pour cela, laissons-nous inspirer et tutorer par ce mot sacré de Valérie. Dans mon âme, je m'avance. Tout est lait de confiance. Et surtout, en s'avançant vers le succès. Pour répondre à la question en un mot, la confiance est prépondérante pour l'estime de soi, la survie et le succès. Je vous invite maintenant à découvrir la confiance et s'abonder à travers une autre dimension, mais pas une muse. Yeah, I've got something to say, something that troubles me a lot, something that my destiny obey, a feeling that I couldn't explain. Sometimes I face trouble everywhere. Sometimes I don't know how to do or how to talk, because I'm afraid to do a mistake. Sometimes I feel like it is impossible. I'm suffering like I'm in a real war. I feel like I'm nobody in this war. Yeah, I've got obstacles, I've got problems, I've got so much pain. I lost my self-esteem. I feel so much pain, but my only weapon is my self-confidence. Yeah. Everybody have confidence. Yeah, have confidence in you. Yeah, yeah, yeah. Confiance. Yeah, confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Yeah, yeah. Ayez confiance en vous. Yeah, confiance. Wow. If you want to be somebody, have confidence in you. If you want to live your dream, have confidence in you. Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet assez spécial qui est le chaos. Alors, à quoi pensez-vous quand on parle du chaos ? Quand on parle du chaos, on pense directement à quelque chose de désordonné, n'ayant aucun sens rationnel. Mais ça, c'est la définition du chaos de la vie courante. Moi, je vais parler du chaos au sens mathématique. Et on va voir ensemble que le chaos, au sens mathématique, est totalement différent. Alors, la question que vous posez qui est légitime, est qu'est-ce que le chaos ? Je vais vous donner une petite définition. Le chaos, enfin un objet chaotique, est un objet qu'on n'arrive pas à prévoir son comportement. Désolé. On n'arrive pas à prévoir son comportement. Et si vous devez bien retenir une chose, c'est bien cela. Alors, deuxième question qu'on peut se poser, c'est où est ce chaos ? Alors, je pourrais répondre simplement que le chaos est juste au-dessus de votre tête. Ne vous inquiétez pas, le ciel a beau être chaotique, il ne vous tombera pas sur la tête. Le chaos, pour les scientifiques, a bouleversé toutes les théories. Pour cela, on va revenir 2 siècles en arrière. La physique, à cette époque, est dite déterministe. Mais qu'est-ce que c'est être déterministe ? Déterministe signifie que quand on veut savoir le comportement d'un objet, on peut le savoir à partir de quelques informations précises, telles que la théorie de Newton, par exemple. Par exemple, voyons ce que c'est la théorie de Newton. D'après la théorie de Newton, on arrive à prévoir le mouvement d'un objet en sachant sa position initiale et les forces qui s'y appliquent. Aïe, je vous ai perdu avec les forces. Par exemple, tout le monde connaît l'histoire de Newton et de la pomme. Donc, la pomme et Newton. Donc, la position initiale de la pomme, c'est sur le pommier, logique, et les forces qui s'y appliquent, et la gravité. Désolé, j'écris mal. Donc, la gravité va faire que l'atome va tomber malencontreusement sur la tête de notre bon vieux physicien qui est Newton. Donc, avec cette théorie, on a pu prévoir à peu près tous les mouvements
des objets du quotidien, la chute d'un objet, le mouvement d'une voiture par exemple. Mais maintenant, il s'agit d'imaginer quelque chose qu'on n'arrive pas à prévoir. Pas exactement comme la pomme. Quelque chose ayant un mouvement chaotique. Ça, c'est du suspense. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du ciel, enfin sous-entendu de la météo, qui est chaotique. Ce sont des systèmes chaotiques. Mais il y en a bien d'autres, tels que la bourse, ou, ici compte, ce pendule. Donc ce pendule, c'est un double pendule. Ce n'est pas un pendule quelconque. Soit un pendule accroché à un autre. Sa particularité, c'est qu'on n'arrive pas à prévoir son mouvement. Alors, en quoi c'est chaotique? Car, quand on va changer à peine sa position initiale, le reste du mouvement va être différent. Démonstration. Premier essai, on voit un mouvement. Deuxième essai, enfin j'essaie d'être facile. On voit déjà qu'il ne tombe pas du même côté. Ce chaos est généré par un effet papillon. Ce fameux papillon fut imagé par le météorologue et mathématicien Edward Lorenz, qui, en fait, était dû à la forme d'une courbe qui était censée représenter le chaos dans la météo. Mais ça a aussi donné le fameux proverbe qu'un battement d'ailes de papillon au Brésil donne une tornade au Texas. Donc, est-ce que la négation est-elle vraie? Je vous laisse réfléchir dessus. Donc, le mathématicien énonce clairement que la météo est chaotique. Mais d'après vous, est-ce qu'on arrive à prévoir indéfiniment la météo? Non. En effet, car quand on va essayer de prévoir la météo, on va faire des mesures. Or, les mesures auront une marge d'erreur, obligatoirement. Et même si elle est infime. Et cette petite marge d'erreur va créer un effet papillon, ainsi de suite. D'où pourquoi on n'arrive pas à prévoir la météo sur plus d'une semaine, donc pas plus d'un mois. Jusque-là, on a vu que la surface émergée de l'iceberg, avec la météo, le pendule, ou d'autres exemples énoncés tels que la bourse. Mais le chaos est juste omniprésent dans la nature. Du battement de cœur de l'homme, on repère les maladies cardiovasculaires quand l'électrocardiogramme est trop régulier. Mais on peut penser aussi à l'étude de population d'hommes ou d'animaux. D'ailleurs, pour anecdote, des mathématiciens ont étudié la population de lapins en Australie. Et ils ont conclu, dans leur première étude, a conclu que l'Australie serait sous 15 mètres de lapins d'ici quelques années. Donc cela étant très discutable, ils ont complexifié l'étude en rajoutant quelques paramètres tels que la nourriture, la mortalité, la natalité, etc., etc. Ils ont dû conclure que l'étude était tellement complexe et improbable que c'était chaotique. Donc j'espère, à travers ces différents exemples, avoir montré l'omniprésence du chaos dans la nature, enfin des exemples simples, enfin je l'espère, et vous montrer une autre vision, une vision qui peut être familière pour certains, et aussi vous convaincre que l'étude du chaos est l'avenir de tous. En effet, avec ça, on pourrait prévoir plus facilement les tempêtes, les prochaines tempêtes, qui sont de plus en plus fréquentes du réchauffement climatique, mais aussi mieux gérer la démographie, donc nos ressources plus durablement, et qui sera pour simple et énorme conséquence de sauver des vies humaines. Je me permets de finir sur la phrase suivante: l'ordre naît du chaos, le chaos vit dans l'ordre. Bonsoir, bienvenue. Donc aujourd'hui, durant ce concours d'éloquence, j'ai décidé de faire un sujet particulier. Comme moi, je suis particulière. Donc, je vais vous parler de moi et des clichés qui m'entourent. Donc, je me présente, je m'appelle Wu Weiting Emma. Donc, certains vont se dire, mais dis-moi, ça signifie quoi ton nom en chinois? Ça n'a pas forcément une signification. Et puis, ceux qui sont anglophones, ils vont se dire « Mais si, ça veut dire « waiting », it's « attendre ». Mais bien sûr. Et puis, en fait, pour moi, la seule signification que ça a, c'est ma mère, quand elle m'appelle, quand elle dit « Emma », ça veut dire qu'elle est de bonne humeur. Quand elle dit « waiting », ça veut dire qu'elle a quelque chose d'important à me dire. Et quand elle dit « vous waiting », ça veut dire qu'elle est en colère, faut pas aller l'embêter. Après, j'aimerais vous parler
d'une chose que je vis au quotidien. C'est quand je parle, les gens me demandent « Eh, mais tu parles bien français pour une Chinoise !» Ah, toi, croyez-moi parler comme ça, mais en fait, moi, parler très bien. Voilà. Et donc, quand je marche dans la rue, voilà, et puis quand je rencontre des amis, ils me demandent « Mais dis-moi, tu habites où? Comme ça, je peux aller te voir. » Je dis « Ah oui, en fait, j'habite... Ah, je sais, tu habites Chinatown. » Mais quel cliché! Mais en fait, j'habite au Chinatown. Donc, après, quand je continue à me promener dans la rue, je marche. Et puis, il y a des gens, toujours, même si on est en Nouvelle-Calédonie, on a de nombreuses cultures ici, ils me prennent toujours pour une touriste. Je marche. Hey! Oui? Enfin, je dis pas oui, hein, je fais. Et ils veulent me saluer, j'ai très bien compris. Donc ils disent Ching Chong! Alors là, je suis vraiment embarrassée. Qu'est-ce que je dois lui dire? C'est mal poli de ne pas répondre. Aïe. J'ai trouvé. Je lui réponds tout simplement Ching Chong Chong! Je pense que ça veut dire comment allez-vous dans leur langue. Enfin, je crois que c'est du chinois transformé. J'espère que j'ai bien prononcé. Ensuite, on me demande, souvent les adultes me demandent, enfin les adultes français, parce que les Chinois ils me demandent en chinois, vous n'allez rien comprendre. Ils me demandent « Alors ma puce, qu'est-ce que tu fais comme étude ?»« Ah, je suis à l'université, je fais une licence économie et gestion. »« Ah, ça ne m'étonne pas de toi. » Pas chinoise pour rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime l'argent. C'est pas l'argent que j'aime, moi. C'est la nourriture. Pizza, brochette au poulet. Bref, ce n'est pas l'argent. J'ai juste besoin de l'argent pour acheter ma nourriture, c'est tout. Et puis parfois, je me promène et puis je travaille, puisqu'en fait, je travaille tout le temps. Je aide ma mère au snack, je fais des guides touristiques parfois au port maritime et je fais également vendeuse au marché. Donc, les gens qui me connaissent, par exemple au travail, je fais un stage en ce moment, ils me disent « Mais Waiting, c'est pas possible, tu t'arrêtes pas, je te vois partout. Mais tu travailles tout le temps, t'es courageuse. » C'est comme ça les Chinois. Enfin, les Chinois, quand je dis Chinois, c'est Chinois, Vietnamiens, Japonais, Coréens, tout autres Chinois confondus. Donc, je lui réponds tout simplement, non, je ne suis pas courageuse. Dans la société dans laquelle nous vivons, nous sommes obligés de faire des efforts. Si nous ne faisons pas des efforts, on n'en a rien. On n'a pas notre place parmi cette terre. Il faut faire des efforts pour être accepté par les autres. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que certains clichés sont vrais, mais souvent, elles sont faux. Ils sont faux. Désolée, en chinois, il n'y a pas de masculin ou féminin. Donc, ne jugez pas une personne par ses clichés, par ses préjugés, car si vous communiquez, si vous connaissez vraiment la personne au fond, vous verrez qu'elle peut être une personne merveilleuse, formidable, tout comme vous d'ailleurs. Donc, pour pouvoir connaître cette personne, avoir une meilleure connaissance de cette personne, il suffit d'un premier pas. Et ce premier pas, c'est un mot. Ce mot, c'est bonsoir. Merci.
Bonsoir tout le monde. J'espère que vous passez une bonne soirée. Est-ce que c'est le cas? Oui. C'est choc, c'est choc. J'espère que ça va continuer. Alors, donc je m'appelle Sarah et je vais vous présenter l'autisme pour ma part. Alors, lorsque j'ai écrit mon discours, je me suis dit j'ai la chance de pouvoir parler à un public du sujet que je veux et comme je le souhaite. Donc, que j'ai l'opportunité de pouvoir j'ai une opportunité qui ne se réalisera peut-être plus dans ma vie, de pouvoir parler et de faire prendre conscience à des personnes en même temps, à plusieurs personnes en même temps, d'un sujet important. En fait, je veux que ce discours il soit utile. Je veux que vous ressortiez de cet amphi et que vous vous disiez je suis content d'être venu, j'ai appris quelque chose ou en fait, je connaissais le sujet, mais je ne me suis jamais penchée dessus, donc j'ai envie d'en savoir plus. J'ai trouvé mon sujet, en fait, en cherchant dans ma bibliothèque, donc je suis tombée sur ce livre, L'autisme, la grande enquête, de Sophie Le Callennec et Florent Chapelle. Je vais vous le passer, à vous, allez-y. Vous le feuilletez, vous le faites passer, vous me le ramenez, s'il vous plaît. C'est pas de la promotion ni rien, je ne suis pas payée pour ça, mais je l'ai trouvé intéressant, donc si vous voulez le lire, allez-y. Alors, oui, pour en revenir à l'autisme, lorsque j'ai lu ce livre, déjà que j'adore les enfants, je me suis dit, ça m'a donné envie de connaître les enfants autistes, en fait, de les comprendre et de pouvoir les aider à s'exprimer. Je m'explique. Généralement, les autistes, quand on parle d'autistes, on pense violence, cris et pleurs. Est-ce que d'ailleurs vous connaissez des personnes dans votre entourage qui ont cette maladie, qui sont atteintes de cette maladie, ou des personnes qui connaissent des personnes? Oui? Ça ne me facilite pas alors. Mais c'est pas grave. Moi, j'en connais pas en fait. D'ailleurs, je ne suis pas du tout une experte. Ce que je vais vous raconter, c'est par rapport à mes recherches personnelles. Donc, est-ce que ça vous intéresse de savoir ce que c'est l'autisme, pour ceux qui ne savent pas trop? Oui. Ok. C'est bien parce que sinon, ça aurait été les 5 minutes les plus longues de votre vie parce que j'ai pas d'autre sujet. Alors, pour savoir ce que c'est l'autisme, il faut revenir en 1943. C'est un pédopsychiatre qui s'appelle Léon Kanner qui a créé ce terme. Avant ce terme, on ne savait pas ce que c'était des autistes. On les catégorisait comme des idiots du village. Et selon les époques et les villes, on les acceptait plus ou moins. Les autistes se sont définis par les comportements suivants. Alors, ils sont solitaires, il y en a 5. Ils sont solitaires, ils n'aiment pas le bruit, ils ont des difficultés à parler, ils ont des troubles alimentaires. Le mot autisme a été choisi parce que c'est un mot grec qui veut dire soi-même. C'est-à-dire qu'un autiste vit dans un monde parallèle. Pour savoir ce qu'est un monde parallèle, pour le comprendre, le livre nous donne un très bon exemple. Alors, imaginez-vous enfant. Vous vous imaginez, c'est bon? Fermez les yeux même si vous voulez. On vous place dans un endroit où vous ne reconnaissez ni les personnes qui vous entourent, ni l'environnement. Vous ne comprenez pas la langue parlée, vous ne comprenez pas leur langue, vous ne vivez pas de la même manière qu'eux. Par exemple, vous ne vous nourrissez pas de la même manière, ce qu'ils mangent est immangeable pour vous. Et vous ne savez pas pourquoi vous êtes là et ce que vous devez faire. Votre première réaction, bien sûr, serait d'avoir peur pour votre sécurité. Et en tant qu'enfant, vous criez, vous pleurez et même vous vous mutilez pour pouvoir vous faire comprendre. Il faut prendre en compte dans cet exemple que la différence entre nous et les autistes se joue sur la sociabilisation. Je m'explique. Nous, les personnes non atteintes, lorsque l'on se trouve dans un cadre hors de notre quotidien, on va réagir exactement de la même manière. Mais seulement pour un moment. Ensuite, on va apprendre à faire des équivalences entre les langues et d'autres exemples. Les autistes, eux, ne font pas instinctivement cette équivalence selon leur degré d'autisme. Est-ce que vous avez des solutions d'ailleurs pour cette maladie qui reste incurable? Vous avez une idée? Accompagnement personnel. Oui. Aussi. Il y en a une autre ou pas? Expilaire. Oui aussi. C'est vrai que c'est fait pour.
Est-ce que vous avez autre? L'auxiliaire de vie? Oui, aussi, oui. Excusez-moi, qui a parlé? Oui, aussi, oui. Bah, ça... Oui, je pense que oui. Le sport aussi, une activité sportive, oui. D'autres réponses? Les animaux. Pardon? Les animaux. Les animaux. L'approche, cheval. Ah, les faire... Oui, oui, je pense que s'ils acceptent... je pense que ça peut être une bonne méthode. Autre chose? L'apprentissage d'un instrument. Oui, aussi. Alors, en résumé, d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement médical officiel pour pouvoir soigner cette maladie. Le plus important, c'est d'essayer de les comprendre, bien sûr, mais aussi de les apprendre à s'exprimer d'une autre manière que par des cris et par des pleurs et de la violence. Et cela se fait par des programmes éducatifs adaptés selon le degré d'autisme de l'individu. Il faut savoir que cette maladie est difficile à contrer parce que les autistes font face à des difficultés différentes, et même si quelquefois elles sont similaires, chaque individu fait face à un niveau de cette difficulté différent et réagit différemment à ce niveau. Donc, pour conclure en beauté, j'espère que... maintenant, vous savez ce que les autistes vivent tous les jours. Enfin, du moins, je l'espère avec mes explications. D'ailleurs, à noter qu'il existe une centaine d'autistes répertoriés en Nouvelle-Calédonie et et il y a un enfant sur 100 qui est atteint de cette maladie ici. Donc voilà, j'espère que j'ai trouvé les mots justes pour pouvoir vous intéresser, que vous allez passer une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté et pas de questions parce que je ne suis pas une experte. Merci. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi, je suis un peu stressée. Je m'appelle Belinda, je suis étudiante en 3e année de licence d'économie et de gestion. Encore une. Et ce soir, je m'adresse à vous, mesdames et messieurs, pour vous communiquer ma colère et ma tristesse face aux atrocités auxquelles sont confrontés beaucoup d'animaux en Calédonie et dans le monde entier. Et j'ai choisi de vous en parler ce soir, car pour moi, il est important que l'humanité tout entière change de comportement face à ces merveilleux êtres vivants. Et donc juste à ces êtres merveilleux dans le monde entier, mais pas besoin d'aller dans le monde, juste ici, en Calédonie, dans notre beau pays, où on a tout pour être heureux. Et pourtant, on peut fréquemment voir dans nos rues des animaux errants qui sont à la recherche de nourriture, de la nourriture qui peuvent combler leur maigreur, tellement ils sont... Enfin, leur maigreur, tout court, voilà. Ils sont à la recherche d'un abri propre et sec pour s'y reposer, tant ils sont affaiblis par leur faim et leur soif. Et ils sont à la recherche aussi d'une personne sensée pour penser leurs blessures infligées par leur bourreau. Et quand je parle de bourreau, bien sûr, je pèse mes mots, j'aimerais en dire plus. Et lorsque l'on s'intéresse un peu à ces animaux errants, on peut remarquer qu'ils sont tout maigres, mais pas que. Leur corps recouvert de multiples traces de la vie, telles que des marques de strangulation, de brûlures, de maladies, de plaies ouvertes et bien d'autres. Toutes ces choses attestent d'une maltraitance et qui sont livrés à eux-mêmes. Mais personnellement, je ne comprends pas comment dans notre beau pays, cela est possible en fait. Notre île est dite terre de partage où la population a à cœur de bien recevoir les gens,
de prendre soin et d'apporter assistance à son prochain. Et pourtant, on voit trop d'animaux malades et moi je dis qu'ils sont tristes au fond d'eux. Mais je ne vois qu'une seule explication et j'espère me tromper. J'espère vraiment me tromper. Notre population est dotée de beaucoup de bonté, sans aucun doute. Mais je pense qu'elle considère l'animal dépourvu de sensibilité et qu'en conséquence, lui infliger de graves sévices pour le faire partir de chez soi ou bien pire, juste pour se défouler, n'est pas un acte grave, mais si, c'est un acte très grave et ignoble. Il ne pleure pas, il ne parle pas, mais souffre tout autant que nous, humains. Et c'est à nous de les préserver de ces douleurs. En effet, d'après une définition lue sur lemonde.fr, l'homme est, je cite, « un animal raisonnable qui occupe le premier rang parmi les êtres organisés et qui se distingue des plus élevés d'entre eux et par l'étendue de son intelligence et par la faculté d'avoir une histoire. Et justement, étant au premier rang des êtres organisés et en plus raisonnables, nous devons les protéger au maximum. » Vous savez quoi ? Il y a quand même quelque chose qui me redonne espoir et c'est qu'il y a déjà des personnes qui ont pris conscience de cela, qui militent seules ou en association pour la cause animale, bien sûr, et qui leur viennent en aide lorsqu'ils le peuvent. Et il y a d'autres personnes aimant les animaux qui les adoptent et leur donnent tout l'amour et les soins nécessaires. Et ces raisons me confortent dans l'idée que l'humanité peut changer, à commencer par chez nous. Je voulais aussi, au-delà des animaux errants, vous parler des animaux qu'on a choisi d'avoir chez nous et qui souvent, pour faire plaisir à un enfant, par exemple, ceci n'est pas une généralité, bien sûr, mais il arrive parfois que ces parents qui offrent des animaux à leurs enfants ne réfléchissent pas assez à l'engagement que ça demande. Ce n'est pas un geste anodin et pour adopter un animal, il faut beaucoup responsabiliser les enfants, mais aussi soi-même, je pense. Et dans le cas contraire, je pense que dans tous les magasins en Nouvelle-Calédonie, on peut trouver une peluche qui peut faire office de doudou, si c'est ce que l'enfant recherche. Mais il est bien évident que lorsqu'un enfant est sensibilisé à tout cela, il grandit intérieurement lui-même et il crée des liens tout particuliers avec son animal. Alors ainsi, moi, Belinda, 22 ans, étudiante, je rêve d'une Calédonie, d'une île, que dis-je, d'un monde où on respecte les animaux, où on les aime, pour nos compagnons les animaux. Je souhaite la paix aux animaux. Voilà, j'espère que ça va trop été le cafouillis. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, pour ce concours de l'éloquence, j'ai choisi de vous parler un court instant de la vie et de la mort. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Eh bien, tout simplement grâce à un de mes camarades de l'éloquence qui n'a pas arrêté, jusqu'à maintenant, de me partager sa joie de vivre. Il me dit à chaque fois « J'aime la vie ». On lui demande « Qu'est-ce que tu aimes ?»« J'aime la vie ». Après « Iris, t'aimes quoi ?»« Bah, je sais pas. Et toi ?»« Bah, j'aime la vie. » Ok, merci. Voilà comment le choix a été fait. Et donc pourquoi la mort ? Eh bien tout simplement parce que c'est le contraire de la vie. On est tous d'accord là-dessus. Pour préparer mon passage ce soir, j'ai pris l'initiative de faire des recherches sur les définitions de la vie et les définitions de la mort. J'ai eu recours à beaucoup d'informations. Vous savez comment fonctionne notre toile ? On tape
une information, elle nous en propose tout un panel. Donc, j'ai lu des définitions dans différents sites, dans différentes références. J'ai lu quelques articles, des forums et même des débats. J'avoue, j'étais complètement découragée. Je me suis rendu compte que le sujet que j'ai choisi était trop vaste. Voici ce que j'ai pu retenir de mes recherches. Dans les définitions de la vie et de la mort, nous retrouvons toujours 3 sortes de définitions. Nous avons la définition scientifique, la définition philosophique et la définition religieuse. La science. Pour la science, la vie est un organisme capable de se répliquer de manière autonome et éventuellement d'évoluer. Ensemble des conditions et caractéristiques propres à un type d'être vivant. Et la mort. Que dit la science de la mort? La mort désigne la cessation de toute vie à l'intérieur d'un organisme. La mort survient lorsque tous les processus organiques ont cessé de fonctionner. La mort signifie tout simplement la fin. Passons à l'étape suivante, la philosophie. La vie, principe censé expliquer ou causer les phénomènes du vivant. Ensemble des éléments qui donnent de la valeur à l'existence humaine. Préparez-vous, la mort n'est pas seulement le projet qui détruit tous les projets et qui détruit lui-même. Elle est le triomphe du point de vue d'autrui sur le point de vue que je suis sur moi-même. Je pense que vous avez rien compris. On va laisser ça pour les penseurs et les littéraires. Passons à l'étape finale, la définition religieuse. Ce soir, mesdames et messieurs, je voudrais m'excuser. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et je ne dirai aucun nom de religion, car définir la vie et la mort au sens des religions a été très difficile pour moi à cerner. Je ne veux pas prendre parti et je ne veux pas créer un débat ce soir. Je respecte les croyants, les pratiquants, et je me respecte moi-même. J'ai donc minimisé les choses. Voici une phrase que j'ai pu trouver dans chaque définition religieuse. La vie, c'est un don de Dieu. Et la mort. La mort, pour d'autres religions, c'est tout simplement une fin. La mort, pour d'autres religions, est une réincarnation. On meurt, on renaît quelque part, que ce soit dans la nature ou je ne sais pas où. Et pour d'autres, la mort, c'est la fin de la vie d'un corps physique. Il y a une suite spirituelle. L'âme renaît ou continue à vivre. On a ici la croyance d'une vie après la mort. Là, ça devient un peu trop compliqué. La vie et la mort. À entendre ce sujet, mesdames et messieurs, vous devez vous dire « Ah, c'est facile, c'est simple, c'est banal. » Or, non. Parler de la vie et de la mort, ces jours-ci, est devenu un sorte de sujet tabou. Quand on parle de vie et de mort, on a toujours un débat qui vient par derrière. Il y a un petit conflit spirituel ou scientifique, philosophique, ethnique même, ou avec des hommes politiques. Donc, je pense que chaque personne ici présente dans cette salle, vous avez vous aussi votre façon de percevoir, d'intercepter la vie et la mort. Donc ce soir, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous parler à ma manière de ce qu'est la vie et la mort. Ce soir, je choisis la vie, car elle sera toujours vie. Soyez et faites-en des heureux. Faites sourire les plus malheureux. Faites confiance au destin et vos vies seront un festin. Donc passez en mode gloire. Valorisez vos histoires. Car un jour sera, tombe vous attendra. Lumière éteinte sera, inanimé sera là. Oui, c'est la fin. Une fin s'annonce sur le chemin. Alors, pourquoi attendre demain ce qu'on peut faire à une main? Ce soir, je veux vous voir sourire. Dites-vous qu'il y a pire. Soyez heureux. Le bonheur
c'est dans vos yeux. Et comme disait un auteur français, Ausson de Chancel, il disait « On entre, on crie, et c'est la vie. On baille, on sort, et c'est la mort. » Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Cécilia et je suis en 3e année d'éco-gestion. Pour ce concours, j'avais choisi de vous parler de l'esprit critique. Et puis en travaillant le sujet, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me cantonner à un seul thème. Alors je vais commencer par vous parler de l'esprit critique, et puis je vais vous présenter le lien que j'en fais avec la liberté de penser, pour terminer sur l'esprit marginal. Donc tout d'abord, il me semble essentiel de vous donner ma définition de l'esprit critique. Donc pour moi, il ne s'agit pas d'observer un sujet et d'y apposer un jugement négatif. Donc faire preuve d'esprit critique, c'est remettre en cause un sujet. C'est peser le pour et le contre en quelque sorte. C'est mener une réelle réflexion en se demandant ce qui serait bon et moins bon à prendre en cette chose. Pour que cette réflexion soit viable, valable, il faut qu'elle soit menée de manière individuelle. Car l'esprit critique se rapporte à une des libertés individuelles les plus importantes pour moi, qui est la liberté de penser. La liberté de penser, c'est le fait d'être libre de mener sa propre réflexion, de construire ses opinions, ses idées, en faisant abstraction de toute réflexion extérieure. Donc pour moi, l'esprit critique, c'est l'expression même de la liberté de penser. Or, dans notre société, lorsque l'on commence à remettre en cause certaines choses, lorsque l'on tend à être libre penseur, eh bien, on se retrouve très rapidement marginalisé, en dehors de la norme. Et le fait de penser en dehors de la normale, si je puis dire, ça se rapporte à un mot que j'apprécie beaucoup et qui est malheureusement souvent mal compris. Ce mot, c'est l'hérésie. L'hérésie, on en a un sens négatif, parce que lorsque l'on pense à quelqu'un d'hérétique, on pense à quelqu'un de fou. Alors qu'en réalité, l'hérésie, c'est simplement le fait d'avoir une opinion, une idée qui est différente de celle qui est communément admise. Je disais que l'hérésie, on en avait un sens négatif, parce qu'il y a quelques siècles de ça, l'accusation d'hérésie était une accusation très grave. Elle était souvent portée par l'Église catholique à l'encontre de ceux qui avaient des idées différentes, des idées qui allaient en contradiction avec les idées prônées par le dogme catholique. La condamnation pour hérésie pouvait alors aller jusqu'à la mise à mort de l'accusé. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé à des gens comme Michel Servet et Giordano Bruno au XVIe siècle. Est-ce que par hasard quelqu'un sait de qui il s'agit ou est-ce que leur nom vous dit quelque chose? Non. C'est vraiment pas un souci si vous ne savez pas qui ils sont, parce que le plus important, ça reste leurs idées. Je vais simplement vous dire que Michel Servet était un médecin théologien et que Giordano Bruno était un philosophe très audacieux pour son époque. Donc ce qu'ils ont en commun, ces deux hommes, c'est d'avoir eu des idées qui ont fortement déplu à l'Église et ainsi à leur société.
Mais dans leur combat pour faire connaître leurs idées et pour remettre en cause les idées véhiculées à leur époque, eh bien, ils ont inspiré de nombreux savants, des penseurs, des scientifiques, des philosophes. Et parmi ces personnes qui ont été inspirées notamment par Giordano Bruno, il y a un nom qui est beaucoup plus connu, c'est celui de Galilée. Donc Galilée, lui aussi, il a été accusé d'hérésie pour ses idées, puis condamné au silence et à l'exil, pour avoir, entre autres, osé croire que la Terre tournait sur elle-même et qu'il était faux de croire que le Soleil tournait autour de la Terre. Pour lui, c'était plutôt l'inverse. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, remettre une idée comme le fait que la Terre tourne autour du Soleil, remettre cette idée en cause, ça semble totalement absurde. Alors qu'il faut bien se dire qu'à leur époque, on pouvait mourir pour avoir de pareilles idées. On arrive donc là où je voulais en venir en vous parlant d'esprit critique, de libres penseurs et d'esprits marginaux. C'est qu'on est forcé de constater que des personnes comme Galilée et malheureusement bien d'autres ont été totalement marginalisées, rejetés de leur société à leur époque, alors qu'aujourd'hui, ils sont reconnus comme des visionnaires, voire comme des génies. C'est à se demander si la phrase qui dit que les fous d'aujourd'hui sont les génies de demain n'aurait pas au final quelque chose de vrai. Je vais terminer sur ce sujet d'esprit marginal, non pas ceux du XVIe siècle, mais bien ceux d'aujourd'hui, parce que je tenais à vous dire qu'un esprit marginal, un esprit hérétique, est loin d'être un esprit fou, et encore moins une anomalie. Car ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est grâce à des gens qui ont eu des idées différentes, des idées dérangeantes, ces gens qui ont eu la volonté de bousculer la norme, de remettre en cause notre idée même de la normalité, que les mentalités ont pu évoluer et qu'au fil des décennies, c'est la société qui a vu progresser. Donc il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire, enfin plutôt trois. La première, c'est lisez des livres, beaucoup de livres. La deuxième, ne vous contentez pas de regarder les articles d'un seul journal. Et la troisième, qui est pour moi la plus importante, remettez en cause absolument tout ce que l'on vous dit avant de vous autoriser à y croire. Merci. Bonsoir à tous. Je vais me présenter. Je m'appelle Lorraine. Je suis d'origine vanuataise. Enfin, je suis née à Nouméa, mais mes parents sont d'origine du Vanuatu. Ce soir, je suis étudiante en troisième année à l'université en économie et gestion. Vous allez me dire, trop d'économie de gestion. Mais ce soir, j'aimerais vous parler des langues, surtout des langues qui sont parlées et présentes en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est parce que lors de mon épreuve du bac, comme vous savez, on a un exposé à faire. J'avais fait sur les langues et plus précisément sur la dégradation de l'usage des langues kanaks en Nouvelle-Calédonie. Mais ce soir, je voudrais juste faire part d'un avis que je trouve que la Nouvelle-Calédonie elle a une multitude et une richesse au niveau linguistique et j'aimerais vous faire part de mon point de vue. Pour commencer, la Nouvelle-Calédonie elle a recensé 28 langues et ces langues elles sont, on va dire, dispatchées entre 8 aires coutumières. Et en 2006, il y a une des langues qui se trouve entre Bouraï et Wendou. Pardon si je prononce mal le nom de la langue, c'est le Chiché qui a disparu. Mais elle a aussi 11 dialectes, comme dans l'aire de Haute-Mawa, on peut en trouver 7, qui sont un peu dispatchés dans tous les aires coutumières. Et elle a aussi le Faga-Ouvea qui se parle entre les deux extrémités de l'île de Ouvea. Et on a le Tayo qui n'est pas considéré comme une langue kanak puisque c'est un créole qui est basé sur le champ lexical français. Du fait, ce soir j'ai fait ce thème, c'est pour dire que la Nouvelle-Calédonie, avec toute la multitude d'ethnies que vous trouvez, vous pouvez avoir la communauté polynésienne, comme Wallis et Futuna, les Tahitiens, je trouve qu'il y en a dans la salle, je pense. La communauté mélanésienne, à commencer par les personnes qui sont de la Nouvelle-Calédonie, les Vanuatais, comme moi. Il y a même des Fidjiens. On a aussi la culture européenne, les Français, les Italiens, toutes les cultures qui viennent d'Europe, mais aussi les autres cultures comme les Antillais, les Africains,
même des Canadiens, j'en connais. Et la culture, nos voisins, vous avez trouvé des Australiens, des Néo-Zélandais. Et de plus, vous avez aussi la culture asiatique. Je sais que Weitine, elle serait heureuse. Comme il n'y a pas que les Chinois et les Japonais, on trouve les Indonésiens, les Javanais, les Coréens, même des Philippins, on a eu. Mais grâce à toutes ces diversités au niveau culturel, je pense que la Calédonie, elle ne s'arrête pas qu'à 28 langues ou 11 dialectes, elle a plus de langues. Et je trouve qu'au niveau... Je trouve qu'on devrait plus faire connaître ces langues. On en a déjà 4 qui sont enseignées, comme le Tchéo, le Négoné, le Païti ou le Haïti. Et je trouve que c'est pas suffisant pour moi. Et peut-être pointer aussi les autres communautés au niveau linguistique, vu que la Calédonie maintenant c'est plutôt une terre qui a beaucoup de métissage. On rencontre beaucoup de gens qui sont qui disent je suis de telle île ou de tel pays, de telle nation. Et le fait que même à l'école, en apprenant aux enfants, ou même par une chanson, juste une chanson qu'on peut chanter pour une fête de l'école ou tout ça, ça peut faire une ouverture d'esprit dès le plus jeune âge. Et aussi, ça permet de voyager, puisque dans la culture océanienne, on est plus... on est plus, comment dire, on est plus sur l'oral que sur écrit ou visuel. C'est très important la parole au niveau même mélanésien, mais au niveau polynésien ou même dans l'ensemble de l'Océanie. Et je sais que pour ma part, entendre une personne parler dans sa langue maternelle, c'est beau, c'est agréable à entendre. Et je trouve qu'on devrait plus faire valoir le potentiel que la Calédonie elle a. Et j'ai une personne qui est très chère à mon cœur qui disait que quand tu veux transmettre quelque chose ou faire passer un message, parle-le dans sa langue du cœur. Et sa langue du cœur, en fait, il disait c'était sa langue maternelle, sa langue où que ses grands-parents, tous ses aînés ont appris à parler avant le français. Et ça permettait déjà de toucher la personne parce que tu lui parlais sincèrement et lui faire comprendre les choses. Et surtout, nous, au niveau Océanie, nos cultures, ça se fait, nos coutumes, nos us, c'est toujours en langue. Et moi, mon message, c'est que je voudrais que apprenez à parler vos langues. Profitez que vous avez de la chance, que vous êtes dans un pays où vous avez plusieurs cultures. Ne serait-ce que juste découvrir ou même apprendre juste des petits mots. Comme moi, je sais qu'en wallisien, pardon si je me trompe, mais on dit bien Maloté Maoli ou comment ça va, c'est l'Eleipé. Et rien qu'en parlant, à parler avec, comme j'habite sur Païta, on a une grosse communauté wallisienne et je sais qu'à chaque fois que je parle comme ça, il y a beaucoup qui me répondent en wallisien. Donc je fais ça, calmement, je connais que 2 mots. Mais je trouve que nous, surtout la jeunesse, on a la chance même de voyager, profiter d'aller parler d'autres langues ailleurs ou même d'utiliser ça pour ne serait-ce que valoriser le Pacifique dans le monde. Merci bien. Ini a asonido me ai ni la ningi koe la ningi dai me fini ningi dai a se me mini la Calédonie se me kani na petit fait ouais me ki ni la huliwa toni ya kusa bozuse eni apane amaman la ipiem eso kwameke ni punie ameni te eni nina eni tan lapa ni mutila ite eden ngosasihi la alien eni amenite teniwa
ameni te a te hapeta. Ameni te kamaja. Ameni te kawie. Ngo deila eni sa te keni. Deila ka ateni a ke te sie me kudehi. Nge deila ka toa ani fe koini la penge yeni. Ameni te ke te at. Ngo na saluen e la meleng. Juanehi e koye, uti he kue. Ka toye la gode nyeni. Nge deila ka uf la keno yeni. E ek me de, e ni atonge ni punie. E ni nede la tenge weke ka hape, sa te duke la na chocho. Bonsoir à tous. Comme c'est intéressant d'inverser les rôles, et pour une fois que les locuteurs du français se retrouvent à la place de l'étranger. Mais bon, je suis contre l'exclusion, donc voici une petite traduction. Je voudrais m'abaisser et vous témoigner mon humilité. Je suis Nina, je suis Tanlapa. Nombreuses sont mes appellations, mais elles ne reflètent qu'un seul fond, moi. Je suis étrangère, mais je suis d'ici. Je suis blanche, je suis rouge. Mais qui suis-je vraiment? Je ne sais pas. Qui me connaît? Dieu seul le sait. Qui pourra m'enseigner mon identité? Je suis humaine. Mais ma vie a été divisée, depuis l'ouest jusqu'à l'est. Où me mène mon chemin? Et qui souffle sur ma pirogue? Vent d'ouest et vent du nord, je vous suis. Comme le dit le dicton, je ne sais pas où m'entraîne le courant. L'étranger. L'étranger, c'est l'inconnu. L'étranger, c'est le différent. C'est l'autre. Ici, en Calédonie, cela fait toujours bien d'étaler ses origines. Souvent, les gens essayent de prouver qu'ils sont bien d'ici. Calédonien depuis 5 générations. Oui, j'ai un arrière-grand-père mélanésien. Mais bon, pensez-vous vraiment que c'est ça être d'ici? Pensez-vous qu'il faut prouver à tout prix que l'on n'est pas étranger? Que l'on vaut mieux que les oreilles qui vient d'arriver? Et que c'est une raison pour se sentir plus légitime que lui? À l'heure du destin romain, franchement, c'est effrayant. Stop. Un petit cours d'histoire s'impose, les amis. Prenons tout d'abord conscience que chaque famille se retrouve étrangère à un moment donné de l'histoire. Aujourd'hui, on sait que l'Océanie a été peuplée depuis Formose, près de Taïwan, il y a plus de 3000 ans. Dans la culture mélanésienne, il a toujours été très important d'accueillir l'étranger. D'ailleurs, tout aurait très bien pu se passer. Des Européens, des Australiens, des Polynésiens sont arrivés. On leur a donné un rôle dans l'organisation sociale des chefferies. Mais tout ne s'est pas déroulé paisiblement. La colonisation a déréglé l'équilibre social. Des guerres ont éclaté. Des terres ont été spoliées. Il y a eu des morts des deux côtés. Puis, des familles se sont installées. Des bagnards ont été libérés. De nouvelles communautés sont arrivées. Mais après les traumatismes du passé, l'accueil des étrangers a aujourd'hui du mal à être accepté, des deux côtés. Évidemment, il est légitime de respecter les peuples premiers. Mais pourquoi ne pas respecter également ceux qui sont arrivés après? La richesse de notre pays, c'est la diversité de ses communautés, c'est le métissage. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, essayons d'être meilleurs. On a un pays à construire et chaque personne peut apporter sa pierre à l'édifice. Franchement, ça me fait mal de voir des partis politiques de tous bords dire « stop à l'immigration ». Car ceux qui tiennent ce discours basent leur idéologie sur la haine de l'autre. Et c'est pas comme ça que l'on va arriver à l'unité et au destin commun tant espéré dans le respect mutuel de la diversité. Et je vous rappelle qu'on ne choisit pas d'où l'on vient, mais on peut choisir où l'on va. C'est pourquoi je pense que nous devons
sans renier nos origines, choisir notre identité et en être acteur. À l'heure où l'on compte les morts selon leur nationalité, à l'heure où le communautarisme gagne du terrain, à l'heure de la stigmatisation des immigrés, à l'heure où on laisse mourir des milliers d'êtres humains en Méditerranée, à l'heure où ceux qui viennent en aide aux réfugiés sont condamnés, il est bon de rappeler que nous sommes tous l'étranger de quelqu'un et qu'il n'y a rien d'étrange à être différent. Alors soyons différents. Chez moi, ce n'est pas là où je suis née, là où mon père a grandi, d'où vient ma grand-mère, ou encore là où j'ai vécu le plus de temps. Non, chez moi, c'est là où je me sens bien. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs. Ok, bonsoir. Moi ce soir, je vais vous présenter mon thème qui s'intitule « La culture vanuataise ». Et ce soir, je vais vous dévoiler tout. J'ai rien préparé comme écrit. Je vais vous présenter quelque chose qui vient de mon cœur, au fond de moi. Parce que la culture vanuataise, c'est ma vie. Je suis né dedans et je vis avec. Et ce soir, je vais vous présenter ma culture. Je m'appelle Brandi Saé, je suis en économie-gestion. Encore en économie-gestion. Licence 2. Et le Vanuatu, tout d'abord, se situe dans le Pacifique. Il se trouve à côté de la Nouvelle-Calédonie, comme vous le savez. C'est le voisin de la Nouvelle-Calédonie. Et nous avons quelque chose en commun, nous les Mélanésiens. Et nous avons des choses aussi en commun avec les autres ethnies. Et ce soir, je vais vous présenter ma culture en 3 aspects. Premièrement, premier aspect, je vais vous parler du savoir-être des Vanuatais. Deuxièmement, le savoir-faire. Et troisièmement, ma coutume, qui est une sorte de gouvernance dans ma communauté, dans ma société. Tout d'abord, premièrement, voilà, le Vanuatu est composé de 6 provinces, le Torba, le Sanma, le Penama, le Malampa, le Shefa, Tafer, qui est au sud. Le savoir-faire de Vanuatais, de mon pays, le savoir-être plutôt, pardon, le savoir-être, nous avons des différents savoir-être dans le Pacifique. Et nous, pour nous, les Vanuatais, c'est quelque chose de naturel. Le sourire, l'accueil, le respect, le partage. C'est ça qui fait notre valeur. C'est ça qui permet pour qu'on puisse avancer dans la vie, malgré les situations qu'on rencontre dans la vie. Le partage, on a toujours envie de partager parce que c'est une société où nous avons des liens proches avec les autres. Le respect, on a du respect envers les autres. Tout d'abord, il faut commencer par respecter toi-même. Ensuite, respecter les autres. L'accueil, dans notre secteur économie, c'est l'un des principaux secteurs qui ramène de l'argent, le tourisme. Et le sourire aussi, c'est quelque chose qu'on voit principalement dans la tête des Vanuatais. Ils aiment bien sourire. Ensuite, deuxièmement, le savoir-faire. Nous avons des différentes façons de savoir-faire dans le Pacifique. Voilà un peu comment nous, on construit nos cases chez nous. Je comprends, le Kanak ici, le Mélanésien d'ici, lui aussi construit sa case, mais d'une façon différente. Nous avons peut-être les outils en commun, mais des différentes façons de construire. Le champ, l'agriculture, on est toujours proche
de la culture. On est toujours proche de la nature. Donc on fait aussi le chant et on plante comme les Mélanésiens d'ici. Nous avons notre façon de chanter, la musique. Là, vous pouvez voir, c'est le string band. Et la pêche aussi. On fait beaucoup la pêche. Avec la pirogue, bien sûr. Le repas, le laplap qui est là, c'est un plat principalement du Vanuatu. Et il y a des différents ingrédients. Je ne vais pas en préciser. Et voilà, c'est un plat traditionnel de chez nous. Et les danses aussi. Je ne sais pas si vous étiez là pendant la semaine culturelle. Nous avons nos façons de danser. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà un peu. C'est un peu différent, notre façon de faire. Et c'est vrai, on a des différentes façons de faire, mais c'est toujours une danse. Comme le Mélanésien ici il fait. Et enfin, une gouvernance. La coutume. Beaucoup d'entre vous, ce soir, vous allez dire, mais la coutume, la culture, c'est pareil. Oui, ils ont une chose en commun. La culture sans la coutume, il n'y a pas de valeur. On a besoin de notre coutume aussi. Si on se dit, on va présenter quelque chose, on va faire quelque chose, il y a des normes à suivre, il y a des réglementations. La coutume, c'est comme une réglementation dans notre société. Et ce soir, nos coutumes, c'est quelque chose de valeur pour nous. Là, pour une réconciliation, on a besoin de venir devant les autres et puis placer quelque chose devant, comme le fait le Mélanésien d'ici. Et même pendant les cérémonies aussi, les mariages, tout ça, ça se fait aussi. Nous avons notre coutume. Et voilà, pour enfin conclure, je vais conclure comme ça. Le Vanuatu, c'est vrai, il a une culture vraiment riche dans le savoir-être, le savoir-faire, et accompagné par notre propre coutume. Le Vanuatu, avec sa culture, sa coutume, reste son identité. Et ce soir, je veux conclure comme ça. Nous avons différentes cultures dans le Pacifique. Nous avons différentes ethnies aussi, qui ont leur façon de faire, façon d'être. Mais nous avons un destin commun. Et ce soir, je veux vous le dire, nous sommes appelés à vivre ensemble, comme une famille, comme une communauté, comme une société. Regarde la salle, c'est un mix. Et voilà le partage, voilà la famille. Et pour moi, c'est ce qui a de la valeur pour moi et dans mon pays aussi. Gardez le vôtre. Et ce soir, si tout semble un peu confus ou c'est un peu c'est un peu confus pour vous, mais voilà, je vous donne rendez-vous chez moi à Vanuatu. Venez découvrir ma culture. Merci. Bonjour à tous, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames le jury, messieurs le jury. Alors je vais vous présenter un sujet. Moi j'ai pas eu d'idée sur le coup, du coup j'ai tapé sur Google, sujet à débattre. Alors je suis tombé sur 3 sujets. Et là j'ai pensé tout de suite à ma maman que j'adore, qui disait toujours « manger salade, jamais malade ». Du coup j'ai fait « maman c'est pour toi ». Et du coup mon sujet, pour ou contre le végétarisme. Avant de commencer, je vais déjà vous poser une question. Déjà, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le végétarisme? Oui. Calmez-vous. Alors, le végétarisme, qu'est-ce que c'est? Ah merde, c'est vrai, j'ai ça. Alors, je prends mes lunettes.
le végétarisme. Donc, pratique alimentaire excluant toute consommation de chair animale. Parfait. C'est donc pas une religion. Qu'on soit bien d'accord. C'est une pratique alimentaire, donc un mode de vie. Un mode de vie que l'on choisit de faire. Et donc, qu'est-ce que c'est? Donc, quand on parle de végétarisme, en fait, c'est un mot bien plus compliqué, mais qui est très simple. Je vais vous l'expliquer. En fait, le végétarisme classique, on appelle ça l'ovo-lacto-végétarisme. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes, des végétariens, qui ne mangent que des légumes, végétarisme, qui incluent des produits d'origine animale, le lait, lacto, et les œufs, ovo. Et puis après, il y a d'autres types de végétarisme, évidemment. Là, je vais vous faire passer les plus grands types connus du végétarisme avec un tableau récapitulatif. Tenez, messieurs les jurys. Mesdames les jurys. Mesdames qui ne sont pas les jurys. Bon, excusez-moi, j'ai la gorge un peu sèche. L'habitude de... Voilà. Et donc, pour faire court, moi, je vais vous expliquer. Là, vous allez voir les différents types de végétarisme et je vais passer tout de suite à... Dans notre époque, doit-on ou pas devenir végétarien? Maintenant que vous savez à peu près ce que c'est, moi, je vais commencer d'abord par pourquoi ne pas l'être? Pourquoi ne pas être végétarien? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, les carences. Eh oui, car quand on exclut la viande, on a des carences. Déjà, le fer. Parce que le fer est présent dans la viande, il faut le savoir, et dans les poissons. Et on appelle ça, il y a deux types de fer. Bien sûr, il y en a qui vont dire, mais non, il y en a dans les œufs. Ben oui, mais il y a deux types de fer. Alors, il y a le fer héminique, qui est présent dans les viandes et le poisson, et le fer non héminique. Quelle est la différence? Ah, très bonne question. Alors, la différence, c'est par rapport à leur biodisponibilité. Le fer héminique va être absorbé par l'organisme plus facilement et en plus grande quantité, 20 à 30%, que le fer non héminique, qui est présent dans les végétaux. Mais il y a d'autres carences aussi. Le calcium, ben oui, quand on exclut le lait, évidemment, on n'a plus de calcium. Mais il y en a aussi partout présent ailleurs. Mais c'est le même problème que le fer, exactement le même. Il y a le zinc, la vitamine B12. Il y a aussi des végétariens qui font un excès d'oméga 6 par rapport à l'oméga 3, ce qui est pas bon. Parce que lorsqu'on fait un excès d'un, il n'y a plus d'équilibre. Et il faut qu'il y ait un équilibre pour faciliter l'absorption des deux. Il faut le savoir. Ah, là, j'ai appris des trucs là. Ah non, bon, ok. Donc après, hormis les carences, quels sont les autres problèmes? Bah, ça fait peur. Eh oui, vous tous, vous êtes omnivores, j'imagine. Non? Il y a des végétariens dans la salle? Oui. Calmez-vous. Non, faut pas que je donne mon avis, moi. Ça compte pas. Alors, bah oui, parce que les omnivores, quand vous êtes là, vous rentrez chez vous. La première chose que vous faites, vous avez faim, vous ouvrez le frigo. Qu'est-ce que je mange? Vous imaginez pour un végétarien qui mange plus de viande? Mais c'est pire, c'est x2 le problème. Vous faites x1000. Végétalien, j'en parle même pas. Ah, mon bâton. Et donc voilà, et donc c'est tout un isolement social après, on se retrouve. Des amis qui viennent vous voir et font « On va au resto ?» Ah ben ouais, bien sûr. Je vais manger une salade. Mais la salade, souvent il y a des lardons dedans. Bravo! Ah non, la goutte de viande, j'en veux plus de ta salade. Voilà, et c'est tout. Là, on en rigole, mais au fond, ça fait peur. Comme c'est souvent ça qui freine les gens, et je le comprends. Moi, le premier, franchement, quand vous arrivez, vous avez un bon steak frites. Franchement, ça fait kiffer. Hein. Bon. Mais hormis cela, on va passer maintenant à pourquoi le devenir. Quel est l'intérêt que les végétariens trouvent à manger que des légumes, ou en grande partie? Eh bien, l'intérêt, c'est déjà souvent pour la santé. Eh oui, car comme l'a dit ma maman, et souvent les mamans ont raison. Merci maman. Manger salade, jamais malade. C'est vrai, ça agit sur la santé. Beaucoup de personnes n'ont pas de maladie chez les végétariens. Alors que quand on mange de la viande, souvent avec un petit problème de conservation, il suffit qu'il y ait une mouche qui passe par là, elle pond des œufs, et voilà, c'est la cata. Voilà. Mais il y a d'autres raisons. Par exemple, une critique de la traçabilité. Eh oui, quand vous allez au marché, vous prenez de la salade. La salade, c'est de la salade, à part des pesticides. Bah, il n'y a rien de plus. On ne va pas avoir du steak caché dans la salade. Mais si vous prenez un hachis parmentier, voilà, un hachis parmentier, je vous dis, il y a du bœuf. Quelle est la preuve qu'il y a du bœuf? Moi, je pourrais dire, et si c'était du cheval, hein? Bah ouais, hein, tu sais pas, là. Hein, bah oui.
Pour cette raison aussi. Mais après, il y a d'autres raisons aussi. Une autre raison, c'est énergétique. Alors, aussi bien pour l'organisme, mais aussi des raisons énergétiques, tout ce qui est pollution. Je vais vous expliquer. Alors, mon feutre magique. Donc, pour ce qui est de l'énergie, au niveau de l'organisme, c'est très simple. Vous avez un individu, une plante, qui est... Bon, c'est normal, vous allez comprendre. Vous avez une plante qui va se nourrir, qui va croître tout au long de sa vie. Elle va utiliser de l'énergie. Une partie qui va partir dans la respiration, dans le métabolisme, et une autre dans les déchets. Eh oui. Et il va rester une autre partie, ça va être l'énergie. Et ça, c'est cette partie, quand on va manger l'individu, par exemple de la salade, eh ben, on va ingurgiter, on va récupérer ça. Nous. Et après, nous aussi, on va utiliser ça. Une partie va partir dans la respiration, une autre dans les déchets, et une autre partie de l'énergie. Donc si on nous mange, lui, le prédateur, il va manger ça. Et donc, la question que je vous pose, vous, est-ce que vous préférez avoir ça, ce petit machin, ou ça, ce gros machin? Moi, perso, pour le sport, je préfère ça. Hein. Oh, il n'y a pas de... Enfin, c'est là. Il y a pas... La question, elle se pose même pas. Et il y a une autre raison aussi, c'est au niveau de la planète. Parce qu'il y a une autre... hormis ma maman que j'adore et les plantes, il y a une autre personne que j'adore, c'est la planète. Notre chère planète qui est notre maison à tous et qu'il faut entretenir. Parce que pour produire 1 kg de blé, il faut le savoir. Sûrement, il y en a qui le savent. Je vois là. Oh, mais non, on sait. Mais je vais le répéter pour que ce soit clair et concis. Pour produire 1 kg de blé, il faut 800 litres d'eau. Et pour produire 1 kg de viande, il faut 6 à 16 kg de blé. Donc, si je prends 6 kg, on va faire 6 x 8, 24. Et ça choque personne. Ok, donc 6 x 8, 48. Donc ça fait 4800 litres d'eau pour 1 kg de viande. C'est énorme. Et donc c'est 1 kg de... Mais un fermier ne va pas produire 1 kg de viande. Non, il va produire 100 kg pour une bête. Mais il n'a pas qu'une bête. Il en a des centaines. Et ça, c'est en Nouvelle-Calédonie. En Amérique, ils n'ont pas des centaines. Non, ce pas des petits joueurs. Hein. Eux, ils en ont des milliers. Hein. Bah oui. Donc vous imaginez la quantité d'eau. Franchement, dépenser 20 000 litres d'eau à produire 100 kg de viande. Franchement. Alors qu'on pourra avoir 6 kg de blé pour beaucoup moins cher. Et sachant que je vous ai expliqué que c'était beaucoup plus énergétique. Franchement. Mais bon, je vous laisse réfléchir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas évident parce que c'est un choix et que ça fait peur. Ça fait peur. Non mais sérieusement, ça fait peur là-dedans. C'est un choix et c'est un long terme. Et donc, là je vais en finir. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Pardon madame. J'aurais dû le sortir avant. Bon, j'aurais voulu en avoir pour tout le monde, mais malheureusement, je donne aux privilégiés. Bonjour monsieur. Pour vous initier au végétarisme, hein, voilà. Oh, je vous ai dit, hein, c'est pas une religion, hein, bien sûr. Hein. C'est vraiment une pratique alimentaire. Pour vous donner un petit avant-goût. Bon, il y a des restants, les premiers arriveront, premiers servis. Hein. Voilà, je suis le premier, je me sers. Voilà, il est là. Hein. Alors, enfin, là où je veux en venir, donc, tout ça pour vous dire qu'il y a un dicton, un très grand monsieur qui s'appelait Balthazar, a dit « à chaque problème, une solution ». Et s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et moi, j'adore ce monsieur. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, tous les problèmes que je vous ai dit, les végétariens sont intelligents. Ils ont trouvé des solutions à ces problèmes. Pour le faire, celui qui était non immunique, simplement, ils ont trouvé une petite astuce. Vous l'assimilez avec de la vitamine C et il devient beaucoup plus facilement assimilable par l'organisme. Et il y a plein d'autres petites feintes, de petites astuces qui sont utilisées par eux, qui sont regroupées dans la société, dans la Vegetarian Society. Désolé, j'ai un accent pas terrible. Ils sont regroupés dedans, vous allez sur leur site internet et il y a toutes leurs idées recettes. Et moi, du coup, je vais arriver avec ma petite baguette magique et tous les inconvénients, envolés. Et là, je vais vous poser une question. Seriez-vous prêts à devenir végétarien? Merci, mesdames et messieurs, c'était Eric Païdjan. Eh bien, bonsoir. Alors, c'est moi le dernier. Je ne vais pas trop traîner et avec mon thème, je vais essayer de vous convaincre. Mon thème, c'est l'école et la diversité. Alors, bonsoir. Bonsoir.
J'ai choisi ce sujet et je pense qu'il est bien placé, car ici, on est à Nouville. Ce fut une terre d'exilés et de condamnés, et on y a placé une université. Alors, l'école, bien sûr, on sait tous ce que c'est. C'est là où on a commencé à bien parler. Enfin, je veux dire, à bien s'exprimer dans cette langue qu'est le français. Moi, quand j'étais petit, dans ma classe, on n'arrêtait pas de se chamailler, de se quereller pour un petit truc de rien du tout. Donne ma gomme, donne mon stylo. Il y a un Superman qui est dessiné dessus, c'est à moi. Je pense que l'école nous a fait rentrer en émulation, en compétition entre nous. Et puis, a fortiori, à force d'être ensemble, d'être avec nos camarades, eh bien, les barrières, elles se sont cassées. On s'est dépassé pour aller vers l'autre, pour apprendre de lui et à partager. Aussi, si avant, au temps de la colonisation, il y avait ces écoles indigènes où il y avait une politique d'assimilation, on nous contraignait à apprendre une langue, une autre culture, autre que la nôtre. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, les choses ont évolué, elles ont changé. Si avant, le monolinguisme était privilégié, aujourd'hui, on parle de bilinguisme, de plurilinguisme, c'est-à-dire parler plus d'une langue. Mais laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que le bilinguisme ou le plurilinguisme est un frein à l'apprentissage? Bien sûr que non. Parler plusieurs langues, c'est avoir une idée plus diversifiée du monde. Alors, d'après des études menées par des linguistes, des chercheurs, des profs, des universitaires, il s'est avéré que le bilinguisme est un avantage en termes d'apprentissage dans la classe, dans l'école, et voilà. Mais j'aimerais dire aussi qu'avant, si moi je voulais parler ma langue et si je voulais faire un pilou dans ma classe, on me prendrait pour un incompris. On me rejetterait du regard, du genre enfin, voilà. Et aussi, le métissage et le brassage interculturel, c'est la route qu'on doit prendre, enfin que je pense. Enfin, pour terminer, pour moi, ce qui résume l'école et la diversité, c'est la fraternité. Je vais slammer sur sur ce thème-là. Alors, moi, quand j'entends école et diversité, j'entends fraternité. Fratrie, frater, terre, mère, berceau de la diversité. École, place des savoirs, on sort du noir pour aller vers la lumière. Si toutes les branches et les racines se dispersent, elles se regroupent en un seul et même tronc. Il faut apprendre dès maintenant à aller vers l'autre, à le comprendre. Tout seul, tu vas plus vite. Ensemble, on va plus loin. La différence, c'est l'excellence. La diversité n'est pas une fatalité. Apprenons-nous à partager. Pouela Diawe. Bonsoir l'assistance.
Alors, avant de commencer ce cours, c'est bon. Moi, mon thème, c'est les PINE. Mais je voudrais d'abord féliciter tous les élèves qui sont passés, les 12. Merci pour la galette de riz. Ça m'a rappelé la fois où j'ai voulu essayer d'être végétarien. Je suis allé au magasin de waiting, je suis arrivé, j'ai demandé un sandwich. Non, pour de vrai, j'ai demandé un sandwich végétarien. Sa tantine a dit sandwich au thon. J'ai dit végétarien, c'est pas pour moi. Moi, je suis plutôt avide de culture. Saya bisa bahasa Indonesia. Dédicace à mon petit frère Kaspan. Malusiofa. Tek you to master we blow me. You savez finis. After you me go drink, you savez. It's time. Donc, je vais commencer tout de suite. Moi, je suis le professeur de slam. Et vous le savez, le slam, ça m'amuse. Cela m'amuse. Ma tête fume car ça fuse. Dans ma tête, trop de mots se bousculent car je n'ai plus la culture de ma tubercule. Et cette notion de pendule me perturbe. Donc, je break, je danse. Mais comme le corps s'use, je slame encore. Voilà ma ruse. Slammer et breaker à bon entendeur, je suis un braqueur malgré les hauts, les bas, hauts, les cœurs. Je prends la vire à balcon, je sors l'étendard, étant mon arme, étant mes larmes. Entends le nom de mon arme utile pour mon art. Un stylo à billes qui retranscrit mes bulles quand j'ai les boules, quand je suis à bout. Je reprends ma respiration et je suis à vous. Un stylo hostile qui esquisse un top style, c'est esquisse, c'est trop kill, mais tranquille, kill. Transport à toi que je m'en prends, faut pas que tu te méprennes, faut pas que tu confondes. Mes amis et mes ennemis, c'est dans mes envies que je vous emmène. Mes amis, à coup de danse, à fond la hi-fi, maybe sur un son des Wi-Fi. Mes ennemis à coup de slam, l'art qui se lit ou qui se crie, en concours ou en secret, les mots que mon esprit sécrète entre elles un lien secret. Mais c'est vrai, par cœur mes textes, je pourrais vous les dire, mais je préfère lire. Pourquoi? La lecture est un chant que l'on fait danser. Grâce à ce délire, tout mon corps et cortex ne font que danser, que ce soit sur une scène ou sur un texte énoncé. Mon prof, vous le connaissez, j'aime bien le dénoncer. Il s'appelle Paul Wamo, il m'a appris à jouer avec les mots. Du coup, les PINE. Quand vous réfléchissez tous un tout petit peu, ça fait aussi PINE. Car ici, nous et eux, on tape la pire. Je ne vais pas prononcer le N, car sans la N, c'est beaucoup mieux. Et d'un gros mot, on passe à un grand mot, un peu plus précieux, près des cieux. Certains pensent pouvoir lâcher la pression. Eh bien non, car d'autres suivent des hommes politiques avec leur direction. Trop de confusion. Continuons ce petit jeu pas très joyeux. De PINE, on enlève la N, on a un mot positif, pieux. Petite dédicace à mon grand frère Pio. Moi, j'aimerais enlever aussi le I et le E, car la web violence est regardée par la jeunesse à travers leurs IE et leurs actions ne sont plus en adéquation avec les principes et les préceptes de leur sage vie. Certains même mettent en danger leur propre vie. Et d'autres qui parlent wallisien, lifou ou adjeu disent railleux. Continuons ce petit jeu pas très joyeux. De PINE, on enlève la N, on enlève le I et le E. Il nous reste quoi à la fin de ce jeu? La lettre P, car c'est la P que l'on veut. Tu l'écris comme tu veux. Thank you. Thank you, Thomas. Terima kasih, Malusiofa. Alors, merci Simane. Donc, vous avez vu que certains s'étaient produits également en faisant du slam. Ils ont bien suivi les différents enseignements. Il y en a qui ont dansé, vous avez vu. Donc, c'était vraiment très diversifié. Alors, j'espère que vous avez rempli votre petit papier. Oui. Donc, on va passer l'urne pour le prix du jury. Donc, en fait, il va y avoir 12 prix aujourd'hui. Donc, puisqu'ils sont 12 candidats, ils auront tous quelque chose parce que je pense qu'ils le méritent véritablement. Alors, bien sûr, il faut départager et ça, je laisse le jury le faire parce que moi, j'en serais bien incapable. Ce serait véritablement une torture de devoir délimiter et puis de devoir dire c'est celui-là qui est meilleur que l'autre. Je peux pas. Bonsoir tout le monde. C'est pas facile de passer après eux. Déjà, nous, on voulait dire merci. Parce qu'on sait que même si on est dans une terre de parole, que prendre la parole, c'est pas simple. C'est dépasser ses craintes, dépasser son âge, dépasser ses peurs, sa timidité, et puis affronter le regard de l'autre, parce que vous avez tous fait un effort aussi pour nous regarder. On connaît tous l'éthique qu'on a quand on parle, la tête baissée,
On sait tous ce que nos cultures aussi nous donnent dans la communication. Et là, on vous a demandé de faire aussi un pont culturel dans la communication. Puisque la communication, elle est différente selon les peuples, selon les lieux, selon les espaces, selon les moments. Donc vous avez réussi à faire une synthèse de ce que vous êtes, de ce que vos racines vous ont donné, et de ce que l'enseignement, vos professions vont vous demander d'être. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Être des ponts de culture. Et évidemment, la parole, c'est notre premier rapport aux autres, après le sourire et le regard que vous nous avez tous donné, vos sourires et vos regards, pour qu'on puisse être avec vous. Donc on voulait déjà vous féliciter pour ça, parce qu'on est dans un pays qui... mince, il n'y a plus de politique. On est dans un pays qui construit des murs, des barrières, et nous, notre tâche, votre tâche, c'est de faire les ponts, sans oublier de faire les cons aussi un peu des fois, parce que vous êtes jeunes, donc il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Et vous nous avez aussi amusés, vous nous avez fait sourire, donc c'est important de sortir les cadres un peu comme ça. Donc bravo à vous. Maintenant, bon, il y a un concours, on va mettre ça entre guillemets, parce que vous avez déjà tous gagné, vous le savez. On a tous vu que franchir ce pas, c'est pas un pas facile. Donc vous l'avez fait, donc vous avez gagné déjà.